viens de frôler mon pied. Ça va. Calme-toi. Ça va aller. On va s'en sortir. Voici une histoire qu'on n'est pas prêt d'oublier. Il arrive souvent, trop souvent hélas, qu'une personne disparaisse dans des conditions inquiétantes et mystérieuses. Mais quand il s'agit d'un couple qui disparaît subitement et sans raison apparente, c'est encore plus inquiétant. C'est ce qui est arrivé au couple Lonergan, Tom et Hélène, le dimanche 25 janvier 1998, alors qu'ils sont en vacances en Australie. Ils effectuent, en effet, un grand périple dans l'hémisphère sud, passant par diverses îles des Fidji, où ils étaient restés une année entière à s'occuper, et surtout l'Australie, pays qu'ils ont toujours rêvé de visiter de long en large. Lors d'une plongée effectuée en groupe à bord de l'un des nombreux bateaux affectés à ces loisirs sur cette côte du Queensland australien, ils seront tout simplement et bien involontairement abandonnés. Personne jamais n'aura plus de nouvelles de leur part. Plus tard, en 2003, un film au nom prémonitoire d'Open Water sera même réalisé et tourné sur ces faits, et l'on comprendra mieux comment ces deux jeunes gens ont été involontairement abandonnés par le bateau de plongée, qui leur aurait permis de revenir sur la plage. Voyons donc, au vu de quelques éléments que nous possédons aujourd'hui, ce qui a bien pu leur arriver, car leur histoire paraît à peine croyable. Tom Lonergan, âgé de 34 ans, né en décembre 1964, et sa femme, Hélène, âgée elle de 28 ans, née en mars 1969, ont donc décidé de faire une excursion d'une journée à la Grande Barrière de Corail, le dimanche 25 janvier 1998. Nous sommes à Port Douglas, dans le Queensland, cette région située sur la côte nord-est de ce vaste pays continent. Ils réservent une sortie collective pour effectuer une plongée aux abords immédiats de la barrière de corail, sur le récif de Saint-Crispin, très connu et très prisé des plongeurs. La Grande Barrière de Corail australienne est en effet le plus grand système de récifs coralliens du monde, et pour cela, elle attire de très nombreux plongeurs. De surcroît, ce qui n'enlève rien, le paysage est sublime et la mer est chaude. Au matin donc du dimanche 25 janvier 1998, ce jeune couple, amoureux, passionné de plongée, idéaliste, embarque donc avec 24 autres plongeurs à bord du bateau voyage, MV Outer Edge. Ici, la plongée et les activités nautiques et subaquatiques en général représentent une véritable manne touristique et financière pour les résidents locaux. Il y a certes des risques de présence de requins, véritables prédateurs sévissant au large, mais ils semblent maîtrisés par les équipages qui veillent. Le risque est avéré en fait pour un plongeur isolé et loin d'un bateau. La plupart d'entre eux sont totalement inoffensifs pour les humains et il n'y a pas eu de preuve réelle d'une attaque de requin par présence de résidus de sang ou des traces de dents sur la combinaison de plongée et les vestes de plongée du couple échouées sur le rivage. Mais ce sont là, une fois encore, de pures spéculations.
Geoffrey Jack Nairn est le skipper de ce bateau et va animer la journée et les plongées, ce qu'il fait maintenant depuis plusieurs années déjà. Ils ont entre 25 et 39 miles, soit entre 40 et 64 km tout de même, à parcourir au large des côtes du Queensland pour atteindre le récif. Une routine pour cet homme qui est lui aussi passionné de cette activité et qui en vit. Précisons juste ici que les dimensions indiquées sont à l'échelle du pays. La seule région du Queensland est grande comme 3 fois et demi la France. En ce qui concerne notre jeune couple, c'est en fait Hélène qui était passionnée, toute jeune déjà, de plongée sous-marine. Et lorsqu'elle rencontra Tom à la Louisiana State University, où ils sont enseignants tous les deux, c'est tout naturellement qu'elle lui inoculera ce virus bien inoffensif. Ils plongeront désormais toujours à deux, passion commune partagée pour le meilleur et le pire. Une fois rendu sur place, le skipper jette l'ancre et met en place la bouée de plongée. Chacun revêt alors son équipement de plongée individuel et s'apprête à plonger. C'est une routine pour des habitués de ce sport et cela semble s'être bien passé. C'est la dernière chose claire que l'on puisse dire à propos de Tom et Hélène Lonergan. Du moins, le présume-t-on ainsi, car la vérité va être difficile à établir. On sait, par habitude et par expérience, que les plongées de ce type durent en moyenne entre 30 et 40 minutes. Après, tout le monde remonte à bord du bateau, et ce, des équipes. Il faut se reposer et reprendre des forces, car, contrairement à une fausse idée largement répandue, c'est un sport physique et éprouvant. Mais comme ils étaient tous deux plongeurs très expérimentés, le couple a annoncé à l'un des membres de l'équipage qu'ils allaient partir seuls lors de la 3e et dernière plongée de la journée. Ce qui fut, semble-t-il, accordé sans difficulté, en violation de certaines règles de sécurité élémentaires. Alors que tous les autres plongeurs remontent et reprennent place à bord, des banquettes latérales du bateau, Tom et Hélène ne sont pas là. Mais, curieusement, personne ne va remarquer leur absence. Imaginons-nous simplement, car nous ne pouvons faire que cela, ce que ces deux jeunes gens ont dû penser et ressentir en refaisant surface après leur plongée. Pas de bateau devant, ou derrière, ou encore sur le côté. Plus de bouée de plongée, repère infaillible pour tout plongeur, pas d'horizon sur lequel s'orienter, si ce n'est la mer à perte de vue. Nous sommes là, en droit de nous poser quelques questions au sujet du professionnalisme du skipper, mais aussi des règles de sécurité imposées pour cette activité dans un pays où, de surcroît, elle est très largement pratiquée. Le skipper connaissait-il le nombre exact de passagers embarqués ? Y avait-il d'ailleurs une capacité maximale d'emport de passagers ? Était-il enregistré sur un manifeste ou un bordereau quelconque ? Après chaque plongée, faisait-il l'inventaire des matériels ? Comment a-t-il pu négliger de compter tous les équipements à la fin de la journée de plongée ? En Australie, Tom et Hélène Lonergan séjournaient dans une auberge locale lorsqu'ils se sont pas présentés à la navette du soir pour les ramener. Le chauffeur a pris le temps de regarder dans les magasins et les restaurants du port, puis a appelé la société Hunter Age. Malgré le fait que Tom et Hélène avaient laissé leurs chaussures au magasin de plongée, on supposait un peu vite et sans vérifier surtout qu'ils avaient réussi à retourner à l'auberge par eux-mêmes sans en parler à personne. Curieuse interprétation des choses en tout cas. En effet, nous apprendrons, et c'est presque incroyable, que ce n'est que 48 heures plus tard, soit le mardi 27 janvier 1998, que leur absence sera officiellement signalée par l'équipage du bateau.
En effet, le skipper Geoffrey Jack Nairn se rend compte, là aussi, presque par hasard, en rangeant les effets à bord de son embarcation, de la présence d'un sac qu'il ne connaît pas. À l'intérieur de ce sac, les portefeuilles et les passeports de Tom et Hélène. Il s'étonne que depuis 48 heures, il n'ait pas été réclamé. On ne sait pas, à ce stade de l'enquête qui démarre, s'il se rend compte d'une négligence probable commise, ou s'il attribue cela simplement à un oubli. On s'affole quand même. On effectue alors, dardard, des recherches sur les lieux de la plongée, recherches qui amèneront bien plus tard la découverte des faits personnels du jeune couple. Mais, hélas, aucune trace du couple, ni sur mer, ni sur la côte où ils auraient peut-être pu, espérons-le, revenir. De plus, avant que d'être avisés de la disparition du jeune couple, plusieurs autres bateaux ont passé la nuit dans la zone de plongée. Et leur feu aurait dû être visible de loin, car le temps était beau et la mer était calme et plate. On rapportait les gens à bord. Étrangement, le lendemain de l'incident, le lundi 26 janvier 1998 donc, un autre groupe de plongeurs emmenés dans la même zone, par le même équipage conduit par le même skipper sur le même bateau, avait déjà trouvé des poids de plongée au fond et les avait remontés. Mais cette découverte avait simplement été décrite par un membre de l'équipage comme une trouvaille bonus. C'est presque sinistre. Les autorités, une fois avisées, vont très vite lancer des recherches massives. N'oublions pas que l'Australie est avant tout une île et qu'il y a des ports, des bateaux partout sur les côtes. 3 jours durant, des équipes de secours aériens et maritimes vont patrouiller dans toute la zone concernée et s'étendre progressivement plus loin, aller progressivement vers le large et sur les zones latérales. La marine australienne a déployé plusieurs navires équipés de matériel de recherche et de localisation sophistiqués. Mais malheureusement, rien n'apparaîtra jamais sur les écrans. Certains commencent déjà, par fatalité et réalisme, à perdre espoir. Car, curieusement, alors qu'on cherchait surtout en mer, une équipe pédestre de secouristes, sillonnant les plages, trouvera une partie de l'équipement de plongée de l'un des 2 membres du couple, l'Onergan, échoué sur le rivage. On est là, à 75 miles au nord du port de départ, le matin de la plongée. Il y avait aussi, avec ces effets, une ardoise de plongée, un accessoire très utilisé pour prendre des notes sous l'eau et communiquer entre plongeurs. Et cette ardoise, justement, comme une bouteille lancée à la mer, disait en substance: à tous ceux qui peuvent nous aider, nous avons été abandonnés sur le récif d'Agincourt Reef le 25 janvier 1998 à 15 heures. S'il vous plaît, aidez-nous et venez nous secourir avant notre mort. Ce message qui fait froid dans le dos est daté du 26 janvier 1998 à 8 heures du matin. Il est on ne peut plus clair et plus explicite. Ce sont bien nos 2 naufragés qui l'ont rédigé. Il n'y a plus de doute là-dessus. Ils étaient donc encore en vie à ce moment-là et auraient pu croiser un autre bateau de plongée ce matin-là. Mais le hasard ou le sort en ont voulu différemment. Malgré tout, un second espoir va naître. 1 mois après la disparition du jeune couple, une combinaison de plongée de la taille d'Hélène va être retrouvée, échouée sur la côte nord du Queensland. La combinaison présentait des déchirures qui, selon les experts mandatés, seraient des abrasions constantes et massives dues à un contact long avec le corail. L'histoire démontrera, avec cruauté et réalisme, que ni l'un ni l'autre n'a jamais été revu vivant depuis,
et leur sort exact reste à ce jour un mystère effrayant. Leurs passeports n'ont jamais été réclamés, leurs comptes bancaires sont restés en l'état du jour de leur disparition. Aucun courrier ne leur est jamais parvenu postérieurement chez eux. Leurs affaires dans l'auberge de jeunesse n'ont pas été récupérées, fouillées ou détruites. Cette disparition, de surcroît signalée tardivement, va provoquer une grave crise de confiance dans toute l'industrie touristique de la plongée sous-marine et des loisirs nautiques en général, sur toute la côte nord-est du Queensland et, par capillarité, dans toute l'Australie. En quelques jours seulement, dès que la nouvelle est connue et circule, le tourisme va littéralement s'effondrer. Les gens ont peur, les annulations sont florées, les plongeurs vont partir vers d'autres destinations, parfois moins lointaines et moins chères pour eux. Et tant pis pour la grande barrière de corail australienne. On verra cela plus tard, se disent-ils unanimes. Comment admettre en effet, dans un pays aussi moderne et aussi avancé, doté des meilleurs équipements, pays roche et prospère, qu'une telle affaire sordide, presque glauque, soit possible à l'aube du XXe siècle? L'enquête a démarré et le skipper, entendu longuement par des inspecteurs de la police, affirmera qu'un décompte des passagers a bien été effectué avant de rentrer au port en fin de journée. Donc s'il dit ça, il ne sait pas compter. Mais, et c'est embêtant pour lui, et sa possible culpabilité, il y a divergence entre lui et un membre de l'équipage, ainsi qu'avec les autres passagers qui ont pu être contactés. Personne, en réalité, ne se souvient avec force détail de ce décompte, s'il a jamais existé. Et comble de malchance, il n'y a aucun écrit, aucune trace. Fort logiquement, le coroner en charge de l'affaire, en fait l'équivalent du procureur de la République en France, va inculper Geoffrey Jack Nairn, le skipper, considéré juridiquement comme le capitaine du navire, d'homicide involontaire. Il est en effet reproché au skipper une somme de négligence, d'inattention, de non-respect des règles élémentaires de sécurité, qui sont accablantes et qui ont entraîné directement ce drame. Finalement, en 1999, soit juste un an après les faits, lors d'un procès qui ne marquera malheureusement pas l'histoire judiciaire du pays, le skipper sera déclaré non coupable. Car une conviction ne fait pas de preuve, d'autant que la réglementation dans le domaine des plongées sous-marines était bien légère et manifestement inadaptée aux accidents et aux incidents de toute nature. On croit rêver. Néanmoins, l'entreprise a été condamnée, sur le plan civil, à un dédommagement et à une amende, après avoir plaidé coupable devant le tribunal de négligence. Elle ne s'en relèvera pas. La publicité négative qu'il a enregistrée a clos son activité à jamais et, disons-le avec réalisme, certains de ses concurrents ne l'ont sans doute pas non plus aidé. Comme pour la plupart des cas de disparition inquiétantes non résolues, des théories effrayantes ont très vite vu le jour par la suite. Était-ce une simple question de négligence de la part de la compagnie et du capitaine navigant? Ou bien, au contraire, y avait-il quelque chose de plus sinistre et de très secret qui se cachait sous l'apparence apparemment bienveillante de ce couple d'Américains? Y a-t-il eu de leur part une vraie mise en scène pour valider leur fuite ainsi organisée? Se serait-il donné la mort à deux? Car on dit savoir, de sources sûres, que Tom était dépressif depuis quelque temps, comme dit dans leurs journaux personnels respectifs.
Pourquoi le couple n'a-t-il tout simplement pas nagé jusqu'à l'une des plateformes de plongée bien éclairées, situées à quelques kilomètres de là, ou vers l'une des grandes bouées de sauvetage à proximité? Le couple Lonergan aurait-il paniqué une fois laissé seul? Le bateau n'était pas revenu les chercher et aucun sauvetage actif n'était en cours? En plus de la chaleur du soleil et du manque d'eau potable, le couple Lonergan était-il rapidement dans un état d'esprit de panique et de désorientation? Nous sommes quand même surpris de certains échanges du couple, échanges trouvés depuis et publiés. Que veulent dire en réalité les propos sombres d'Hélène, écrits 2 semaines seulement avant leur voyage, quand elle parle de son époux en ces termes, je cite, « Tom semblait déprimé et cela concernait son désir de mort apparent. Il souhaitait mourir d'une mort rapide et paisible. Même si Tom n'est pas bip, il a un désir de mort qui pourrait le conduire à ce qu'il désire et je pourrais me laisser prendre par cela. Comme un étudiant qui a terminé un examen, je sens que sa vie est terminée et qu'il est prêt à mourir. » Tom Lonergan, apparemment déprimé, a également écrit à quel point sa mère était bouleversée et fâchée contre lui pour avoir tourné le dos à sa foi catholique et s'être enfui avec Hélène alors qu'ils étaient en Louisiane. Mais faut-il vraiment accorder du crédit à ces histoires familiales? Leurs parents ont contesté d'emblée ces soupçons et ont déclaré que les extraits cités entrés avaient été largement sortis de leur contexte. Une dernière hypothèse, un peu plus originale, reconnaissons-le, même si l'issue en a été tragique et que le couple ait fait du bateau stop, soit monté à bord d'une autre vedette de plongée où les contrôles à bord n'étaient pas plus stricts que sur le bateau de la compagnie Outer Edge. En effet, il apparaît vite qu'un autre capitaine de bateau, qui prétendait avoir visité le même site de plongée le lendemain, a pu rencontrer le couple. Selon son récit, le décompte avant le retour du navire au port était de +2 par rapport au départ du matin, lorsque le bateau a quitté le port. Ce qui ne l'a nullement surpris pas plus que les touristes italiens à bord, parlant dans leur langue maternelle. Cependant, le capitaine a affirmé avoir entendu quelques voix américaines parmi les touristes ce jour-là. Mais, vrai ou faux, troublé ou pas, il n'a pas cherché plus loin. Si son histoire est vraie, il est certes possible, mais peu réaliste, que les Lonergan se soient glissés parmi les plongeurs et aient tout simplement disparu, une fois le bateau arrivé en vue du rivage. Cette théorie signifierait que le couple aurait prévu à l'avance de passer la nuit au milieu de l'océan, en attendant l'arrivée d'un tout autre bateau le lendemain, avec tous les risques encourus et l'incertitude de voir un bateau le lendemain. Même si c'est une théorie intéressante, elle n'est pas très plausible. Et si on veut disparaître, on n'échafaude pas un tel scénario qui apparaît comme grand guignolesque. Bien qu'il n'y ait jamais eu de preuves concrètes, certaines personnes se sont demandé si Tom et Hélène Lonergan n'avaient tout simplement pas tenté de simuler leur propre mort. Après que les informations australiennes ont été révélées, plus de 20 personnes se sont manifestées, affirmant avoir vu ou rencontré les Lonergan après leur prétendue disparition. Ils auraient notamment été aperçus partout en Australie, notamment dans un hôtel de Darwin et dans une librairie de Port Douglas, 2 jours seulement après leur plongée. Mais les vérifications entreprises n'ont rien donné de concret. Illusion, envie de faire parler de soi, confusion, on ne le saura jamais en réalité. Le consensus général de l'enquête était plutôt que le couple a été très vite été déshydraté et désorienté,
s'est fatigué à la nage des heures durant, ce qui a conduit soit à la noyade, soit à être attaqué par des requins. Notamment les très dangereux requins-tigres, toujours nombreux dans la région. Et finalement, comme une leçon à retenir et comme on apprend toujours de ses erreurs et de ses lacunes, les autorités australiennes vont très sensiblement renforcer sans attendre la réglementation et la législation à ce sujet. Il faut un drame pour que les choses bougent. Limitation des capacités d'emport de plongeurs par rapport au nombre de membres d'équipage présents à bord. Existence d'un manifeste d'embarquement et de débarquement des plongeurs avec comptage régulier. Certification et qualification accrue des skippers et membres d'équipage. Installation à bord de moyens de secours et d'alerte. Meilleure gestion des équipements de plongée à bord avec rangement et comptage exhaustif. Et bien d'autres normes et règlements encore qui vont encadrer mieux que jamais les activités nautiques de plongée dans tout le pays. Car n'oublions pas, comme déjà dit plus haut dans le récit, l'importance vitale du tourisme et des sports nautiques et subaquatiques dans cette région et dans toute l'Australie en général. Après ce drame, il faut absolument regagner la confiance des sportifs, plongeurs, touristes et agences de voyage et les faire revenir ici. Quoi qu'il en soit, après plusieurs campagnes de recherche, une enquête approfondie et un procès sans réel résultat, les Lonergan n'ont jamais pu être retrouvés, ni en Australie, ni chez eux aux États-Unis, ni ailleurs de par le monde. Il est raisonnable de penser qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul et sans l'affirmer comme seule cause possible de leur disparition soudaine, qu'ils ont pu être victimes d'un malheureux concours de circonstances, toutes défavorables, qu'ils ont pu se noyer, fatigués et épuisés à l'extrême, ou encore avoir été victimes d'une attaque de requins particulièrement agressif. Les autres hypothèses, si elles peuvent être toutes défendables dans l'absolu, supposent quand même une préparation intense, des concours extérieurs jamais évidents et une forte dose de chance ou d'opportunisme dont nous ne savons rien. C'est la fin de cette affaire assez effroyable, qui malheureusement, pour ma part, je pense qu'elle ne sera jamais résolue. J'espère que les Lonergan, malgré tout ce drame, reposent en paix. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.